7 décembre 2015 au sommaire, douleur et consternation. Les corps des 2 soldats guinéens de la MINUSMA sont arrivés à la base militaire de Conakry. C'était en présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un projet de construction de 50 000 logements pour la Guinée. C'est une société sud-africaine qui envisage de réaliser ce gigantesque projet. Il a été présenté au gouvernement. Et puis la Guinée, dans le préparatif de l'investiture du président de la République, les opérations de déguerpissement sont enclenchées pour donner une image réduisante à notre capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur 2 décrets du président de la République. Décret D 2015-215 PRG SCGG mettant fin aux fonctions de cadre du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministère de l'économie et des finances. Le président de la République décrète, vu la Constitution décrète article 1er, sont démis de leurs fonctions pour faute lourde les cadres dont les prénoms et noms suivent. 1. M. Ibrahima Kamara, vétérinaire, matricule 192-293Y, secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 2. M. Sekou Kourouma, ingénieur génie civil, matricule 192-250Y, chef service, infrastructure, équipement et maintenance au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 3. M. Forêt Samoura, matricule 201-996J, chef section défense, sécurité et justice à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'économie et des finances. 4. M. Mamadou Saïdou Baldé, matricule 2016-661L, chef section études à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'économie et des finances. 5. M. Elhaj Lamine Bagna Camara, matricule 197-815R, chargé d'études à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'économie et des finances. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2015-217 PRG SGG portant suspension, directeur de l'université Julius Nyerere de Kankan. Le président de la République décrète, article 1er, est suspendu de ses fonctions pour faute grave. Dr Idrissa Magasouba, recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Vive émotion, douleur et consternation. Les corps des 2 soldats guinéens assassinés à Kidal, au Mali, sont arrivés ce lundi à Conakry. Le président de la République, profondément touché, était ce matin à la base militaire pour recevoir les corps du lieutenant-colonel Marwan Diallo et du lieutenant Jacob Camara. Ibrahima Keïta revient sur le temps fort de la cérémonie. Regardez. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce matin à la base militaire pour recevoir les corps des 2 soldats guinéens morts dans la nuit du 28 au 29 novembre dernier. Le lieutenant-colonel Marwan Diallo et l'adjudant-chef Jacob Camara sont morts tous 2 sur le champ d'honneur à Kidal, en République du Mali, un pays avec lequel la Guinée partage le même destin. La présence des soldats guinéens au Mali s'inscrit dans le cadre de son appui militaire traditionnel aux pays amis, et le Mali reste reconnaissant à la Guinée. Aujourd'hui, les 2 frères sont partis, sont venus vous dire c'est des Maliens aussi. Montrer que c'est des Maliens, montrer en même temps quand même vous dire un mot, seulement prier pour leur âme, et leur âme repose en paix. Ça c'est que la coopération entre le Mali et la Guinée continue, c'est un bon terme, et le président m'a chargé de vous dire qu'il prie pour le repos de leur âme.
C'est le seul message que j'ai à vous dire. Mes condoléances au nom du peuple malien, au nom de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a tenu à rendre hommage à cette armée républicaine qui fait de la défense de la patrie sa raison d'être. D'abord, des honneurs militaires au chef de l'État, suivi de la revue des troupes. C'est dans une atmosphère de tristesse que les corps du lieutenant-colonel Marwan Diallo et de l'adjudant-chef Jacob Camara ont été débarqués ici à la base militaire de Conakry. L'un des moments les plus pathétiques a été cette marche funèbre que l'armée dans son ensemble, avec en tête son commandant-en-chef professeur Alpha Condé, a bien voulu rendre aux deux compagnons d'armes morts sur le champ d'honneur. Sous le choc, le chef de l'État a rendu hommage aux représentants des deux familles sur place. Pour le professeur Alpha Condé, c'est une perte énorme pour toute la nation. C'est une impression de tristesse. Évidemment, on ne souhaite pas que nos soldats meurent, mais nous avons l'obligation ainsi de porter assistance dans le frère du Mali. Et c'est une tradition de la Guinée. Nous l'avons déjà fait pour le Libéria, nous l'avons fait pour la Sierra Leone, nous l'avons fait pour l'Angola, nous l'avons fait pour le Mozambique. Il est évident que cette solidarité nous coûte aussi, puisque nous perdons des hommes. C'est une très grande tristesse, parce qu'on n'aurait pas souhaité que nos soldats meurent, mais c'est le destin. Les obsèques du lieutenant-colonel Marwan Diallo et de l'adjudant-chef Jacob Camara sont prévues pour le mercredi 9 décembre. Les corps des deux casques bleus guinéens ont été accompagnés à Conakry par une délégation des Nations Unies. La cérémonie, qui a eu lieu à la base principale aérienne de Conakry, a mobilisé parents, amis et collaborateurs des défunts. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire, témoignage. C'est aux environs de 13h30 que le vol spécial des Nations Unies transportant la dépouille mortelle des deux casques bleus guinéens a atterri sur le tarmac de la base principale aérienne de Conakry. En présence du commandant en chef des forces armées, la hiérarchie militaire, certains membres du gouvernement et les familles éplorées. Ces deux martyrs tombés au champ de bataille en mission de maintien et de rétablissement de la paix au nord Mali ont été accompagnés par le commandeur des forces onusiennes au Mali et une importante délégation des autorités militaires et civiles maliennes. So we will do everything we can to protect our soldiers, and we have some things that we are doing right now and on the longer term. Je sais que maintenant, pour l'instant, on est en train de faire toutes les précautions qu'on peut. Aux familles des défunts, je sais que c'est quelque chose vraiment très dur et je vais faire transmettre mes condoléances à eux. Je souhaite que le bataillon guinéen qui a été durement touché se remette rapidement et que sa capacité de résilience ne soit pas affectée et qu'il puisse, sans haine, reprendre les opérations comme il l'a fait jusqu'à maintenant en s'illustrant de façon brillante. Ce moment solennel est une occasion pour le commandement militaire de rappeler la conscience de la troupe à redoubler d'efforts et de vigilance dans l'accomplissement de sa noble mission. La cérémonie funèbre du lieutenant-colonel Marwan Diallo et de l'adjudant-chef Jacob Loa est prévue pour ce mercredi 9 décembre 2015 à 10h au bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré. Vous le savez, dans la nuit du 28 au 29 novembre, les forces de la mission intégrée des Nations Unies au Mali, MINUSMA, ont été victimes d'une attaque armée à Kidal, attaque au cours de laquelle 2 de nos compatriotes ont trouvé la mort. Un commentaire de Louis-Auguste Leroy. C'était en mai 2015 à Kindia, au bataillon spécial des commandos en attente de Samoreya, au nom du chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, maître Abdoul Kabele Camara, ministre délégué à la défense nationale, remettait le drapeau d'honneur aux troupes guinéennes et donnait ainsi le la à une mission de gloire de l'armée guinéenne. Et le 29 novembre dernier, le général de corps d'armée Namori Traoré, chef d'état-major général des armées, apportait le réconfort et le réarmement moral dans 2 familles éplorées.
celle du lieutenant-colonel Marouane Diallo, instructeur à l'école militaire interarmée, et de l'adjudant-chef Jacob Loua, de la 3e compagnie du bataillon spécial de Conakry. Tous deux tombés, les armes à la main, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015, sur le front stratégique de Kidal, dans le nord Mali. Les jours se suivent aux jours de gloire et aussi aux jours de douleur. Ce mercredi-là donc, sortant de l'ordinaire, sera un mercredi solennel pour les Guinéens. Le lieutenant-colonel Marouane Diallo et l'adjudant-chef Jacob Loua seront honorés comme la nation s'est exaltée ses valeurs et ses vertus cristallisées dans les meilleurs de ses fils. Nous parlons ici des valeurs et de vertus professées de manière singulière par la Guinée en Afrique, de la Guinée pour l'Afrique. Nous parlons ici des valeurs que le lieutenant-colonel Marouane Diallo et l'adjudant-chef Jacob Loua ont brillamment incarnées sur le front de guerre de Kidal. Nous parlons des vertus qu'ils ont éloquemment illustrées dans la mission la plus dangereuse de la guerre du Mali. Nous parlons ici de la liberté qui fonde la dignité et du courage qui consacre l'honneur. La liberté. La Guinée l'a déployée comme l'étendard de la dignité, non pas contre d'autres, mais en partage avec les autres, en vue de l'égalité entre l'homme d'Afrique avec ses frères du monde entier. Le courage illustré à Kidal par le lieutenant-colonel Marouane Diallo et l'adjudant-chef Jacob Loua caractérise le Guinéen dans les annales de l'histoire, de siècle en siècle, d'époque en époque, de génération en génération, d'épisode en épisode. En tombant là où ils sont tombés, comme ils sont tombés, dans la mission que la communauté internationale a proclamée et que la République, à travers son président, leur a assigné, le lieutenant-colonel Marouane Diallo et l'adjudant-chef Jacob Loua font honneur à la mémoire de leurs illustres ascendants et montrent l'exemple à leurs dignes descendants. Surtout qu'ils l'ont fait pour la paix en Afrique, surtout qu'ils l'ont fait pour le Mali, qui constitue avec la Guinée les deux poumons d'un même corps. Plutôt la mort que la honte et l'indignité, c'est la devise que nous enseignent nos ancêtres, nos devanciers et nos pionniers. Ce faisant, ils méritent pleinement de l'armée guinéenne, dont les soldats cultivent au plus haut point l'esprit de sacrifice et la morale de l'abnégation. Et puis, cet important communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, l'unité de gestion du comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité, CNPRSS, organise une session de la commission d'orientation stratégique le mardi 8 décembre 2015 à 9h au palais Sérotoria sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique du CNPRSS. Ils sont conviés, les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du comité national de pilotage de réforme du secteur de la sécurité, les ambassadeurs des pays impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, les représentants du système des Nations Unies, les institutions et organisations internationales impliquées dans la réforme du secteur de la sécurité, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 7 décembre 2015, le responsable de l'unité de gestion du CNPRSS. La lutte contre le changement climatique, on change de sujet. Au Sénat français, les parlementaires ont bouclé leur réunion de 2 jours sur le changement climatique. Des propositions concrètes ont été faites pour parvenir à un accord égalitaire sur le climat. Les députés guinéens se sont fait entendre à cette rencontre. Aboubacar Kamara est sur place à Paris. Reportage. Elle est là aujourd'hui. Elle entre dans la phase des premières complications. Ces inondations que nous connaissons, ces étendues progressives de sécheresse, ces périodes de canicule, ce sont les premières manifestations du dérèglement climatique. Les effets du dérèglement climatique présentés aux élus du monde. En marge de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, l'Union interparlementaire a fait appel aux experts pour mettre en relief la responsabilité des parlementaires face au changement climatique.
Énergie, transport et usines sont à la base de l'accélération brutale du réchauffement. Tout ça là aujourd'hui concerne individuellement chacun de nous, chaque citoyen de chaque pays. Et cela, je pense qu'en tant que représentant du peuple, il est de notre devoir, il est dans notre obligation de prendre en considération ces questions. Nous devons être ensemble pour lutter et pour mieux améliorer le changement climatique, surtout dans notre pays en Guinée. Tenue dans la salle plénière du Sénat français, cette réunion mobilise 450 sénateurs et députés de 113 pays. Tous se sont engagés à soutenir des initiatives qui vont limiter les émissions excessives de gaz. Les parlementaires condamnent les attentats de Paris. C'est passé à Paris, dans la mobilisation du Parlement, l'élément qui peut être moteur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et en même temps, parce que notre pays vient de traverser un drame, nous avons eu un sentiment de solidarité de la part de nos collègues parlementaires. C'est important, nous qui sommes une vieille démocratie, une vieille histoire, de recevoir de l'ensemble des parlements du monde ce signe de fraternité. Fraternité, mais aussi, j'insiste, l'accord climatique doit être attentif aux pays les plus fragiles. Et c'est un point pour moi extrêmement important, parce que l'harmonie du monde ne peut venir que d'une attention aux plus fragiles. Comme contribution à l'accord sur le climat qui sera signé à Paris, les parlementaires proposent la prise en compte des questions de genre, d'éducation, de culture et de jeunesse, ce après les cris des pays en développement. Ce que nous retenons ici, c'est la satisfaction de la prise en compte de la préoccupation de nos États, c'est-à-dire les pays en développement, notamment les États africains, dans ce qu'il faut les accompagner pour leur développement économique, social. Faire en sorte aussi que les situations climatiques, les dérèglements climatiques n'hypothèquent pas le développement économique et social de nos pays. En plus de l'exécutif, les parlementaires deviennent des acteurs du changement climatique. En Guinée, direction Kankan, pour constater le phénomène de destruction de l'environnement, l'ensablement du fleuve Milo est très inquiétant. Là-bas, à cela s'ajoutent les fours de briques cuites installés le long du fleuve de Kankan. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Marouf Ba, Fodé Niagasso Lakita. L'action se déroule sur le lieu du fleuve Milo. Ici sont chargés chaque jour plusieurs tonnes de sable en direction du centre urbain de Kankan. Une pratique qui rythme la vie de ces hommes et femmes à la recherche du quotidien. Le fleuve Milo est ainsi coupé en deux et la menace de sa disparition inquiète les défenseurs de l'environnement. Parce qu'on parle de fleuve quand il y a de l'eau. Mais un fleuve sans eau, incontestablement, n'a plus de valeur environnementale. Dans le cas où nous sommes, c'est très effrayant et très inquiétant. À côté des fours à briques, les pratiquants de l'extraction du sable ont trouvé la possibilité de se faire des chemins, véritablement entrer dans le lit du fleuve. Et au fur et à mesure que la pratique se développe, les rives du fleuve se dégradent et tombent dans le lit. Amara Kaba est pêcheur. Après un tour sur le fleuve, ce soir, il doit ranger ses filets loin d'avoir comblé ses attentes. Auparavant, on pêchait beaucoup de poissons dans ces fleuves. Aujourd'hui, les poissons n'ont plus la chance de se reproduire à cause de l'assablement et l'utilisation de fours à briques. De l'autre côté de la rive, l'écosystème cède peu à peu aux caprices des petits fabricants de briques cuites. Les hommes s'engagent dans ces activités dans le but de satisfaire leurs besoins, les besoins familiaux. Ils viennent exploiter la nature, mais sans se rendre compte des conséquences de l'exploitation de la nature. Si vous prenez le long de ce fleuve Milo, de Kankan jusqu'à la traversée de toutes les localités de Baté, jusqu'à l'endroit où ce fleuve-là se jette dans le Niger, dans Gumabana, dans Sigiri, dans chaque village, dans chaque secteur, dans chaque district, on trouve les fours à briques. Dans la marée de Salancé, à 10 km de Mandiana, au cœur de la végétation, cet ancien site touristique joue désormais sa survie.
en cause les avancées de la déforestation dans la région. Marouf et Niagasola, merci pour ce reportage de très bon séjour dans la savane guinéenne. Comment promouvoir une agriculture résiliente face aux effets du changement climatique? La question préoccupe les autorités guinéennes. L'île Kabak, qui fait face aux assauts de mer, retient l'attention du gouvernement. Plus de 10 milliards de francs guinéens ont été dépensés pour réhabiliter la digue de protection de ce grenier du littoral. Des efforts qui suscitent de l'espoir chez les habitants de Kabak. Voici le reportage de Fodé Camara. Située en front de mer, la commune rurale de Kabak vit au rythme des activités agricoles. Cette agriculture de type traditionnel est soutenue par les artisans du terroir. Dans cette forge, l'art de confectionner des dabas, des bêches et des coupes-coupes est un héritage séculaire qui se transmet de père en fils. Aujourd'hui, l'énergie fournie enregistre moins de profits. Cette baisse du chiffre d'affaires de Nabila Kamara et de son frère est due à l'abandon d'une partie de la plaine de l'île de Kabak par les paysans. Je me suis marié dans ce métier. Aujourd'hui, les clients se font un peu rares, mais ça ne me décourage pas. J'espère que les choses vont s'améliorer. Objet de toutes les causeries, la dégradation de la digue de protection préoccupe les 18 000 habitants de ce grenier du littoral. Pour mettre l'île à l'abri des assauts intempestifs des vagues causées par les effets des changements climatiques, des travaux d'envergure d'un montant de plus de 8 milliards de francs guinéens ont été enclenchés récemment par le gouvernement. Quand la dégradation de la digue a commencé, le président de la République a mis 1,6 milliard à la disposition de Kabak. L'eau a détruit les travaux. Aujourd'hui, 8 milliards sont aussi débloqués avec un avenant de 4 milliards. Les engrais du gouvernement nous ont permis de cultiver de nouvelles surfaces pour nous aider à nous adapter aux effets des changements climatiques. Interrompue en juin 2014 à cause des fortes pluies, durant cette période, la digue s'est dégradée sur une distance supplémentaire de 580 mètres. Aujourd'hui, en tenant compte de toutes les mesures d'accompagnement pour une agriculture résiliente face au changement climatique, une étude pour une solution définitive s'avère indispensable. Sinon, 6 villages de Kabak risquent d'être déguerpis. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée s'apprête à vivre un grand événement, l'investiture du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est le lundi prochain au palais Mohamed VI à Conakry. Les préparatifs vont bon train. Conakry fait sa toilette avant le 14 décembre. Le constat de Rose Porcho, notre reporter. Les derniers pas vers l'investiture du chef de l'État. À quelques jours du 14 décembre, la ville de Conakry change petit à petit de visage. Du pont 8 novembre en passant par Donka jusqu'à l'aéroport, des décorateurs s'activent. Les trottoirs de l'autoroute reçoivent des couches de peinture. Les passerelles, quant à elles, arbrent les couleurs nationales. On est en train d'essayer d'embellir notre pays, la Guinée. On a commencé le travail au niveau du palais du peuple. Aujourd'hui, on est là. Peut-être demain ou après-demain, on doit finir le travail au niveau d'Avaria. On a fini déjà au niveau de l'aéroport. Au palais Mohamed V, où doit se tenir l'événement, techniciens ou ouvriers sont également à pied d'œuvre. Déjà, la confection du podium est terminée. Les premiers essais techniques pour une bonne sonorisation de la salle sont effectués. Le palais Mohamed V et l'autoroute ne sont pas les seules zones à être embellies. D'autres endroits de la capitale connaîtront dans les prochains jours des rénovations. Une équipe gouvernementale autour du Premier ministre sillonne actuellement les artères de la capitale pour superviser l'opération d'assainissement. Justement, par rapport à l'investiture du président de la République, professeur Alpha Condé, nous recevons en direct dans cette édition le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Cheikh Fantamadi Condé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donnez-nous d'abord la signification de la prestation de serment. La prestation de serment est une disposition constitutionnelle. En effet, la Constitution de la République de Guinée dispose
en son article 35, qu'une fois élu, le président de la République est installé dans ses fonctions par la Cour constitutionnelle. Et cette installation se fait par le biais d'une cérémonie comportant la prestation de serment et deuxièmement l'installation proprement dite. Ce sont donc ces deux événements majeurs que notre pays va vivre, l'un le 14 décembre 2015 et l'autre le 21 décembre et pourquoi cette fois-ci, de la même année. Ouais, mais pourquoi cette fois-ci on a séparé les deux événements? Parce que rien ne s'y oppose. La Constitution en la matière dispose que le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment. Elle n'affirme pas spécifiquement que l'installation du président doit suivre immédiatement la prestation. Ce n'est pas un vide juridique. Non, bon, encore une fois, ni la Constitution ni les lois organiques s'opposent au schéma qui va être appliqué cette année. Évidemment que les deux manifestations ou les deux cérémonies pouvaient être simultanées, comme nous l'avons vécu par le passé, notamment en 1994 et en 1998 et en 2004 avec le président Lassana Conté et en 2010 avec le président Alpha Condé. Mais avant le chef de l'État prêtait serment devant la Cour suprême. Oui, mais la Cour suprême, comme vous le savez, est désormais une des juridictions qui régissent le fonctionnement de l'État guinéen. Elle avait en son sein une chambre constitutionnelle qui n'a plus droit de citer, et à la place de laquelle est née la Cour constitutionnelle, une juridiction aux compétences plus étendues, évidemment, que celle de la Chambre constitutionnelle. Donc c'est cette Cour constitutionnelle, en tant que gardienne de la Constitution, en tant qu'institution chargée de veiller à la régularité des consultations électorales, dont par ailleurs elle proclame les résultats définitifs, qui va, comme elle a déjà fait, nous étions ensemble il y a quelques semaines, lorsqu'elle proclamait le résultat définitif du scrutin du 11 octobre. C'est donc cette Cour constitutionnelle qui va, conformément aux dispositions qui nous sont reconnues par la Constitution, procéder à l'organisation du serment que le président va prêter le 14 décembre et ensuite à son installation une semaine plus tard. Et quelles sont les dispositions prises par la Cour constitutionnelle pour assurer... Non, je dois préciser que la Cour constitutionnelle n'est pas, en ce qui concerne les deux principales cérémonies qui vont être organisées le 14 et le 21, la seule institution impliquée dans leurs préparatifs. L'investiture d'un président revêt de nombreux volets. Elle comporte plusieurs dimensions. Ici, il y en a une que l'on peut qualifier de diplomatique. Elle sera marquée en effet par l'arrivée à Conakry de personnalités appartenant à des rangs divers, le plus élevé, j'en passe. Elle revêtira un caractère sécuritaire forcément, des raisons que je n'ai pas besoin de développer outre mesure. Revêtira un caractère festif, ludique. Elle aura aussi une dimension financière, cela va sans dire, parce que toutes ces activités ainsi prévues ont un coût et nécessitent par conséquent que des dispositions financières spéciales soient prises. Et c'est pour cela qu'une commission nationale d'organisation a été mise en place. Elle est présidée, comme vous le savez, par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Elle comporte un certain nombre de sous-commissions, dont la sous-commission investiture, dont votre serviteur, je suis à l'honneur d'être le rapporteur. Donc c'est l'action de toutes ces sous-commissions, sous l'égide de la Commission nationale, c'est cette action qui va contribuer à donner à ces deux manifestations l'éclat qu'elles méritent. Monsieur le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Cheikh Fanta Madi Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, dans un instant, vous suivrez Antenne Investiture après cette édition d'information. Le président de la République multiplie les actions en faveur des femmes. La préfecture de Dubreka vient d'installer sa MIFA, Mutuelle financière des femmes d'Afrique. Un bureau de 20 membres a été installé. La MIFA aide les femmes à se prendre en charge. Le point avec ça à Maratono.
Plus de 500 femmes venues des différentes localités de Dubreka ont pris part à cette rencontre. Il s'agit d'expliquer à cette couche féminine les avantages liés à l'installation de la MIFA, Mutuelle financière des femmes d'Afrique. À l'issue de la rencontre, un bureau d'une vingtaine de membres est mis sur pied. Je remercie toutes les femmes de Dubreka d'avoir confiance en moi en me mettant à la tête de MIFA de Dubreka. Et je remercie le président de la République. Je vais faire le bonheur des femmes de Dubreka. Je vais faire respecter la loi et les règles intérieures de MIFA de Dubreka. Un fonds de 500 millions de francs guinéens est mis à la disposition de ces femmes de Dubreka par Afriland First Bank. Il devra les aider à financer leur initiative de développement. Le geste suscite un grand espoir au sein de la couche. Et je suis très contente. L'implantation de cette MIFA va améliorer les conditions de vie des femmes. D'ici la fin de l'année, nous allons nous retrouver avec 20 banques de MIFA déjà installées. Et il y a encore un grand nombre qui frappent à notre porte. Nous sommes en train de régler le côté administratif. Aider les femmes à lutter contre la pauvreté à travers leur initiative personnelle est l'ambition de cet établissement bancaire. Un objectif qui cadre avec la vision du gouvernement du professeur Alpha Condé. Contribuer à l'essor socio-économique de la couche féminine, c'est l'un des objectifs de la mutuelle communautaire de Mania. Elle regroupe plus de 200 femmes. Les autorités de la préfecture de Koya apprécient cette initiative qui vise à promouvoir l'entraide. Suivez le reportage de Mangue Dantomasuma. La commune rurale de Manéa, dans la préfecture de Koya, a désormais une mutuelle communautaire. Cette structure de secours vise le développement rural à travers l'amélioration des conditions de ses membres. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est l'organisation de l'Assemblée générale constitutive de la MC2 de Manéa. Nous sommes aujourd'hui près de 250 mutualistes et comme la procédure voudrait qu'à cette étape, j'organise l'Assemblée générale constitutive au cours de laquelle on valide les statuts et le règlement intérieur et l'élection des membres des organes de la MC2. À la faveur de cette Assemblée générale qui a mobilisé les femmes venues des différents districts de la commune, celles-ci ont adopté les textes réglementaires. Elles ont aussi mis en place les organismes dirigeants pour un mandat de 3 ans. Avec la population grimpante, si Mania a une banque, ça c'est une chose qui est vraiment significative et ma volonté est là déterminante. Je voudrais que toutes les femmes, tous les hommes, tous les fils résidant à Mania puissent profiter. C'est par confiance que je suis là. La même confiance, je veux la mériter et je souhaite la bénédiction de toutes les femmes. Autorités préfectorales et communales qui apprécient l'initiative de la mutuelle ont invité les membres au sérieux afin d'honorer les engagements vis-à-vis des partenaires. Je le disais en titre, juste après le décret du président de la République mettant 16 000 hectares à la disposition du ministère de la Ville, une entreprise sud-africaine vient de présenter un projet de construction de 50 000 logements. Mais la priorité est donnée aux logements sociaux. Ce projet devrait aider le gouvernement à résoudre la question du logement des fonctionnaires et des populations à faible revenu. Voici le reportage de Sarah Martin. Un décret du président de la République met à la disposition du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire un domaine de 16 000 hectares. Le domaine s'étend de la bande de Vonkifon jusqu'à Yimbaya dans la commune de Matoto. Les 16 000 hectares sont disséminés le long de la côte sud et qui comprennent des mangroves, des rizières, des terre-pleins, des zones humides. Donc, ce qui voudrait dire que l'ensemble des 16 000 hectares ne sortira que environ 6 à 7 000 hectares constructibles. Avant le début de l'opération de sa viabilisation, le ministre de tutelle rencontre les responsables administratifs et locaux, les coutumiers et les riverains pour discuter de toutes les questions liées à l'indemnisation et des conditions de réinstallation des futurs déguerpis.
Un seul souci anime les acteurs, c'est bien la quiétude sociale et la collaboration pacifique avec les promoteurs immobiliers. Sur ces 6 à 7 000 hectares constructibles, vous avez des populations qui y sont installées, soit en groupement villageois, soit en agriculteurs, et ce qui ne nous permet pas d'évoluer seuls sans les associer au projet. S'ils doivent être dépossédés pour cause d'utilité publique, il y a les voies et moyens, une procédure bien établie dans la loi qui a consacré le code domanial et foncier et qui nous permet aujourd'hui de leur rassurer que au cas où une seule personne était dépossédée, il sera indemnisé. La rencontre a permis à chaque acteur d'être édifié sur les conditions d'occupation de ce domaine par l'État et la portée des futurs projets immobiliers qui y seront réalisés en faveur des populations. L'arrivée du ministre est une fois encore salutaire pour nous et vous pouvez compter sur nous qu'il n'y aura pas de problème. Le ministre a demandé, parce qu'il y aura le piquetage sur le terrain, on va passer à cette étape, on va mettre les piquets pour comprendre quelles sont les zones qui sont concernées ou pas. Donc c'est après ça, on va continuer les rencontres. On va rencontrer le ministre encore pour la deuxième étape, pour dire oui, voici réellement les gens qui sont touchés, ils sont identifiés maintenant. On va faire la réunion récente maintenant avec ce groupe pour leur dire comment il faut les indemniser. Face à la question de la promotion immobilière en Guinée, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire entendent multiplier les rencontres avec tous les acteurs associés à la gestion de la terre en vue de créer un climat d'entente avant le début des opérations de viabilisation des sites classés réserve foncière de l'État. Une nouvelle mosquée pour la préfecture de Zérékouré, elle a été réalisée par l'organisation islamique WAMI. Cette maison de Dieu vient répondre à une des préoccupations des habitants de Zérékouré. Tierno Ousmane Dia, le reportage. Ouf de soulagement pour les fidèles musulmans du quartier Nied dans la préfecture de Zérékouré. Ils assistent enfin à l'inauguration de leur nouvelle mosquée, un rêve qui se réalise pour les habitants de cette localité du sud du pays. L'édifice a coûté 340 millions de francs guinéens. Financé par WAMI, Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, cette maison de Dieu a une capacité d'accueil de 1000 fidèles. C'est la 92e mosquée construite par l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Guinée. L'organisation encourage la culture de la paix dans ces lieux de culte. D'autres préfectures comme Boké, Koubia et Farana ont bénéficié cette année de nouveaux lieux de culte avec WAMI. Pour l'année 2016, l'organisation islamique promet de nouveaux édifices religieux afin de fortifier la foi musulmane en Guinée. Et puis un incendie à la résidence du gouverneur de la ville de Conakry. Tout a été ravagé par les flammes. C'est un court-circuit qui serait à l'origine de ce drame. Pas eu de perte en vie humaine. Le récit de Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Regardez. Tout a été emporté par le feu. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Nous, on était hier avec le Premier ministre et le gouvernement sur le terrain pour l'évaluation de l'état des lieux dans le cadre du déguerpissement et de l'assainissement. À 15 h, un coup de circuit a éclaté dans la chambrette. Madame était couchée, les enfants étaient couchés, c'était un dimanche. Alors le feu là a pris. Ça a pris la chambrette, ça a pris tous les coins. C'est Dieu qui a sauvé ma famille. Les enfants, on a espéré les sortir sous les fumées. Les sapeurs-pompiers ont aussitôt intervenu par appel. L'ensemble de tous les habits sont brûlés, les armoires sont brûlées. Et mieux que ça, au salon là-bas, vous voyez, tout est foutu. Déjà, l'administration régionale a réuni tous les acteurs pour évaluer les dégâts. Ce qui s'est passé, vraiment, on ne peut pas comprendre que des gens seraient sortis d'ici indemnes. Et à ce titre-là, nous invitons franchement tous les services qui sont concernés à venir voir l'état des lieux pour comprendre d'autres dispositions ultérieures afin de permettre à la famille de M. le gouverneur d'avoir une habitation digne. Pour le moment, la famille Camara se remet à Dieu et plaide pour la restauration rapide du bâtiment. Et puis nous revenons sur le contenu de ces deux décrets du président de la République. Décret D 2015-215 PRJ
SGG mettant fin aux fonctions de cadre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministère de l'Économie et des Finances. Le président de la République décrète, article 1er, sont démis de leurs fonctions pour faute lourde les cadres dont les prénoms et noms suivent. 1. Monsieur Ibrahima Kamara, vétérinaire, matricule 192-293Y, secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 2. Monsieur Sekou Kourma, ingénieur génie civil, matricule 192-250Y, chef service infrastructure, équipement et maintenance au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 3. M. Forêt Samoura, matricule 201-996G, chef section défense, sécurité et justice à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'Économie et des Finances. 4. M. Mamadou Saïdou Baldé, matricule 2016-661L, chef section études à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'Économie et des Finances. 5. M. Elhaj Lamine Bagna Camara, matricule 197-315R, chargé d'études à la Direction nationale des marchés publics au ministère de l'Économie et des Finances. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2015-217 PRG SGG portant suspension du recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan. Le président de la République décrète, article 1er, suspendu de ses fonctions pour faute grave. Dr Idrissa Magasuba, recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan, article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Dans un instant, vous suivrez Antenne Investiture. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.